Ask me Dinia da chosa Ham nga fesse Kilifa demba tay Ndage na dangale Ngor manu la nga dubbe Jiwalu xew Ngejo mba mulana Kama ñaari bonga Fula neex ngay tege Lu baax du ñetti boor Tey ji dañuy dellu di duwaat Ku mu doon soya Sawai wi yongo ko tanef ci waawu sawai wi yongo ko tanef ci waawu bëgg matal faaw nga jaar bëgg sel faaw nga way ndara meñ Sénégal dira nga yaay bo ngejo mbaamu laa may kama ñaari boor fu la neex ngay tegi lu baax du ñetti boor tey ji dañuy dellu di luwaat ku mu doon so yebon nañu àndandoo nag takku nangu liggéey te nu ñaan ci Yàlla mu may ñu doole buntu civilisation buntu diine l'islam buntu continent bi bu la way sa demande ku daan gis ba gisatoo nga daan mën ba mënatoo danga toog di ñaanal xale ngir mu mbaamu laa na kàttar ci yow nasaraan bi ko xam de du jëmul jëm géejo mbaamu laa na kàttar ci yow ku la suuxat wareef la def ku la sargal wareef la def su ma ndax géej gii de Yàlla ko may géejo mbaamu laa na kàttar ci yow monal bi takku saan si ñaaye kasaaka am nga 350 ans ku la suuxat wareef la def ku la sargal wareef la def waaw ni dundal dundal mbayaatu doole dundal dundal waaw ni dundal dundal mbayaatu lool dundal dundal ani dundal dundal mbayaatu lool dundal dundal waaw ni dundal dundal ndage ni dundal dundal waaw ni dundal dundal mbayaatu lool dundal dundal waaw ni dundal dundal te mën na seede tey buntu yiw buntu taal buntu maanu buntu xam yow mi nandal askan c'est un invité. La conférence sur le fondamentalisme religieux est la première activité qu'organise le club des étudiants du centre d'études des religions. Donc c'est un peu notre baptême. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous espérons que durant cette conférence, vous allez faire le plein de connaissances. Merci beaucoup. Voilà, merci.
Sans plus tarder, vu le retard effectivement qui a été accusé dans le démarrage de l'activité, nous allons essayer de décliner un tout petit peu l'organisation que nous allons avoir dans le cadre de cet après-midi de discussion et d'échange. En un tout premier temps, je vais donner la parole au coordonnateur de la section de l'UFR-CAC qui va revenir un tout petit peu sur l'historique, expliquer un peu c'est quoi cette UFR, son histoire, sa genèse, histoire que nos invités puissent être effectivement biaisés, on va dire, par rapport au cadre qui les accueille aujourd'hui. En un deuxième temps, je reprendrai la parole pour saluer de façon un peu plus marquée nos invités et puis également les présenter avant de positionner la façon dont les débats devront se dérouler. Voilà. Je vous remercie, Abdelrahman. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, il me revient de présenter l'UFR de manière, je dirais, sommaire et le Centre d'études des religions. Donc, il y a quelques années, l'Université Gaston Berger a décidé de créer une UFR intitulée UFR des civilisations, religions, arts et communication. Donc, le projet était d'inscrire l'africanité au cœur de la préoccupation intellectuelle, philosophique et pédagogique de cette UFR-là. Donc, il décidait de dire que dans nos universités, nos savoirs homogènes, nos savoir-faire n'avaient pas le droit de citer nos cultures, nos langues, nos littératures, nos religions, nos systèmes de production de sens étaient sous-représentés. Et que ces savoirs-là avaient la dignité d'intégrer l'espace universitaire. Et que dans le défi de l'émancipation, de la reconquête de soi, du développement économique, une étape importante était de faire le point sur soi-même, sur sa culture, et dans la production d'outils d'émancipation, il fallait aussi offrir aux étudiants ce genre d'outils-là. Donc l'UFR a été créé avec 6 sections, donc 6 départements, une section métier des arts et de la culture, au sein de laquelle actuellement sont enseignés le cinéma, la musique, les arts dramatiques, essentiellement, une section langue et culture africaine, ils sont enseignés les langues africaines, les cultures et les civilisations des locuteurs de ces langues, les littératures dans ces langues, une section infographie, une section communication, une section métier du patrimoine et un centre d'études des religions, qui est une section de l'UFR. Alors, c'est le centre d'études des religions qui nous invite aujourd'hui à ce débat. Et ce centre-là a pour ambition d'interroger le religieux avec les outils des sciences sociales, d'interroger les interactions du religieux. Nous vivons dans des sociétés dans lesquelles le religieux a une place importante. Nous pensons que l'université doit aussi être un lieu d'appréhension du phénomène religieux et doit appliquer ses outils d'investigation. Donc, c'est le but, je dirais, principal de la création de ce centre d'études de toutes les religions. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu un séminaire important sur quelle bibliothèque pour le centre des religions qui a permis de redéfinir les enjeux, le contexte, l'objectif et quelle était la démarche épistémologique, le positionnement intellectuel dans l'appréhension du phénomène religieux, dans le cadre universitaire et dans le cadre du CERN. Et cette conférence est organisée, je pense, par le CERN, les étudiants du CERN ou l'association, je ne sais plus quoi la dénomination, et c'est le club de club. Et c'est la toute première activité. Donc je retransmets la parole au chef de section, Dr Abdelrahman Seck, pour la suite des événements. Merci Félix. Précisément à propos de club, la présidente disait tantôt son espoir de nous voir toutes et tous repartir remplis de connaissances. En tout cas de cause, ça, je n'ai pas particulièrement des doutes sur ce point. Et j'ai encore beaucoup moins de raisons de douter d'une chose qui est déjà essentielle. C'est que nous repartirons d'ici très sûrement enrichis encore de raisons d'y croire. J'ai envie de le dire parce que nos invités d'aujourd'hui gèrent tous des agendas qui sont particulièrement chargés et denses. Ils sont là à leur propre fait. Nous n'avons rien débossé.
Tout ce que nous avons eu en partage et sur lequel nous avons discuté, c'était notre envie de nous retrouver dans un espace comme celui-ci, de discuter et d'échanger. Nous nous sommes rencontrés et trouvés assurément sur ce terrain-là, et ils sont là. Et donc, au moins pour cette raison, voilà, si on repart de là avec le sentiment qu'on a débattu de l'état de nos connaissances et qu'on n'a pas nécessairement trouvé des questions à nos réponses, on ne sera pas très malheureux, puisque en fait, c'est aussi de cette manière-là que le philosophe agit, c'est-à-dire la personne qui est pourchassée, parce que précisément en philosophie on appelle une pièce, l'inquiétude, donc qui est travaillée par la question, est une personne qui sait savoir se contenter de ne pas trouver de réponse à la question qu'il pose, puisque sa satisfaction première est précisément dans l'élan qui s'impose de garder en permanence d'être un questionneur. Et quand bien même donc, j'ai envie de le répéter encore, il n'y aura pas de réponse trouvée aux questions que nous nous poserons, nous repartirons avec le sentiment quand même d'être confortés par le fait que dans les ambitions qui sont les nôtres, il y a des gens qui vivent ailleurs, qui sont dans d'autres types de préoccupations, mais qui sont capables quand même de suspendre un moment ou un autre notre agenda pour nous permettre d'avoir ce genre de rencontre. Je m'en vais donc présenter des personnalités qui ne sont pas nécessaires, qui n'est pas vraiment nécessaire de présenter. Ils sont connus et ils ont des positions dans l'espace public. Donc l'espace où on essaie de gérer le lien social et symbolique que nous vivons. En notre premier temps, il est important de préciser une chose. L'espace que nous allons concrétiser aujourd'hui, qui n'est pas seulement un espace physique, l'espace dans lequel nous sommes à ce moment précis, est, oui, un espace de savoir, un espace académique, mais c'est avant tout, ce sera avant tout pour nous ici, un espace citoyen. Un espace citoyen. Ça veut dire que c'est un espace dans lequel nous avons le droit de prendre la parole, d'interpeller et d'être interpellés. Donc un espace citoyen, et ça c'est extrêmement important de le préciser. La présentation que je vais donc vous faire commencera un tout petit peu par ma gauche, à l'extrême gauche, Dr Bakary Samb. Dr Bakary Samb, qui est un enseignant-chercheur au Centre d'études des religions de l'UFR CLAC, qui est également un chercheur particulièrement connu pour ses positions dans les débats qui agitent aujourd'hui, je ne dis pas seulement la société sénégalaise, mais également la sous-région dans laquelle cette société s'inscrit. Je parle évidemment de toutes les questions liées à la sécurité humaine, de toutes les questions liées au fondamentalisme qui nous regroupe aujourd'hui. Et un peu plus loin, on va dire dans le débat, je vais l'interpeller de façon un peu plus précise, effectivement, par rapport, disons, aussi bien à son itinéraire, à son déploiement dans cet espace, à cet espace public. Et je pense qu'il ne manqueront pas d'avoir des incidences sur les propos qu'il va devoir tenir sur le sujet sur lequel nous sommes réunis aujourd'hui, et en échange, évidemment, avec ses confrères qui sont actuellement sur la table. De l'extrême gauche, disons à la gauche, je m'en vais donc vous présenter M. Ahmed Khalifa Niass, qui est diplômé de l'Université des Zaytoun, qu'il a fréquenté de 1962 à 1966. Ahmed Khalifa Niass est également un personnage qu'on ne présente pas. Je pense que de toutes les facettes qu'on lui connaît, il en choisira peut-être les plus intéressantes à son sens, qu'il voudra mettre en avant dans le cadre de notre débat. Mais pour nous, académiciens, pour nous, chercheurs, évidemment, nous sommes doublement contents de l'avoir à notre table. Parce que cela fait aussi des années que lors de la production historiographique dans ce pays, que nous l'interpellons, que les chercheurs l'interpellent sur des épisodes qui ont été des épisodes particulièrement importants dans l'histoire contemporaine et l'histoire en train de se faire dans notre pays. Je pense évidemment
aux épisodes pour lesquels finalement le surnom de l'ayatollah de Kaolack lui a été donné, un certain nombre d'engagements qu'il n'a cessé de prendre dans l'histoire politique de ce pays. Il est un témoin extrêmement important. Il est un témoin extrêmement important. Et dernièrement, dans sa toute dernière actualité, vous avez vu qu'il a publié un ouvrage sur le Wolof. Ça veut dire que donc avec lui, nous avons à la fois quelqu'un qui a des préoccupations, qui sont des préoccupations qui nous intéressent, nous, universitaires, académiciens, tous les jours, mais également il est un témoin. Donc il pourra être interrogé sous ces deux aspects. Et on ne manquera pas évidemment de le faire. Je voulais, maintenant passant à ma droite, bon, quoi qu'il ne s'agit pas d'une droite au sens politique du terme, excusons-le, présenter donc Jean-Claude Angoula. Jean-Claude Angoula est pour nous, on va dire, un témoin précieux, puisque le sujet que nous avons à aborder aujourd'hui, lui, il aura la possibilité précisément d'y apporter des perspectives longues, parce qu'il nous vient du Cameroun, il a vécu avec nous un peu plus de 13 ans, on va dire. Il s'intéresse non seulement au Sénégal, son travail missionnaire l'amène à s'intéresser au Sénégal, mais aussi à d'autres pays, des pays comme la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, également la Mauritanie. Et donc toutes ces perspectives qui nourrissent au quotidien sa réflexion et son travail missionnaire vont être intéressants et vont apporter des éclairages pertinents, je pense, au débat auquel nous l'avons convié. Il faut dire que également Jean-Claude Angoula est également le directeur de la revue Cahiers de philosophie et de théologie du Centre Saint-Augustin de Dakar. Félix rappelait tout à l'heure la rencontre que nous avons eue il y a quelques jours autour de la question quelle bibliothèque pour le Centre d'études des religions, et un de nos collègues de Dakar est évidemment revenu plusieurs fois dans les débats sur l'importance de ce centre-là. Et donc, voilà que, par la volonté du club des études, nous avons quelqu'un qui joue un rôle extrêmement important dans cette revue. Eh bien, tout à l'heure, j'ai parlé de l'ayatollah de Kaolack, donc de djihad, et voici quelqu'un à l'extrême droite qui, lui, a inversé les choses et parle de Darij. Et il sera important de voir du djihad au Darij, que se passe-t-il, qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, en l'espace de 30 ans. Et donc, tout ce rapport-là, pas seulement Darij, donc inversement du terme, peut-être inversement de la perspective, inversement des questionnements qui actuellement jouent un rôle important dans la problématique de la réappropriation de la parole de soi dans ce continent africain. Et donc, la question qui nous rassemble aujourd'hui, celle du fondamentalisme, celle des fondamentalismes, va devoir être agitée, sera agitée par les 4 personnalités que je viens de présenter, qui sont des personnalités évidemment différentes, divergentes ou peut-être, on trouvera si des espaces de convergence existent ou pas, ça le débat le dira. Mais en tout cas, nous avons la possibilité de les avoir conviés depuis un espace de pluralité et de pluralisme. Et cette pluralité et ce pluralisme rejoint ce que nous avons précisé au tout début de notre propos, la problématique d'un espace citoyen avant et après tout. Je vous remercie. Le débat va commencer. Monsieur Bakary Samb, je vous laisse à votre tour. Merci Abdourahmane. Merci aussi au club des étudiants du Centre d'études des religions de m'avoir invité à ce débat. Je croyais qu'il me voyait assez pour ne plus avoir envie de m'entendre, mais s'il m'invite, c'est avec grand plaisir que je répondrai à cette invitation sur ce thème aussi fondamental que le fondamentalisme. Je vais commencer par ce tableau dressé par un certain Gramsci en 3 scènes. Il dit que, dans une phrase que je dissèque ainsi, que le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et parmi ces monstres, en tout cas ces monstres institués, qu'on nous montre justement, qui sont pointés du doigt, figure ce qu'on peut appeler aujourd'hui ce fondamentalisme. Comme tout universitaire, peut-être de manière très barbante, je vais revenir à la définition du terme fondamentalisme dans un ouvrage très accessible, le Larousse 2010.
je ne vais pas plus loin, il dit que c'est l'attachement strict aux principes originels d'une doctrine généralement religieuse. Donc généralement religieuse, donc pas forcément religieuse. En opposition à quoi? Au développement du libéralisme théologique. Et ce débat-là, nous l'avons eu au début du XXe siècle, qui était un contexte spécifique qui a entouré la naissance de ce fondamentalisme-là, de cet intégrisme, et quelquefois même le terme millénarisme qui a été utilisé. Et c'est une forme de comportement d'exclusivisme, d'isolation ou d'antagonisme défensif, parfois conquérant, avec ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions, qui peuvent être des autres confessions, comme des autres composantes d'une même confession, ou contre les agnostiques et les athées. Il est sûr que cela est plus fréquent dans les religions que j'appelle monothéisme sémitique, car elles n'ont pas le monopole du monothéisme. Nous avons des monothéismes dans les religions africaines et dans d'autres contextes, mais comme le judaïsme, le christianisme et l'islam par ordre historique. Et donc il y a une conception duale. Dans ces conceptions-là, il y a une conception duale des principes religieux. C'est-à-dire les vraies religions, les vraies croyances et les croyances, entre guillemets, erronées. Et je crois qu'on peut aussi faire un bémol sur le fait qu'on dise que les seules religions qui peuvent produire un fondamentalisme, ce sont les religions abrahamiques ou monothéistes sémitiques, car même dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, on doit avoir des relents de fondamentalisme, et même, peut-être je vais choquer, dans ce que nous appelons nos religions africaines. Donc aucune religion n'a le monopole du fondamentalisme, comme aucune religion n'a le monopole de l'ouverture. Mais ce qu'il y a de commun entre tous les fondamentalismes, on peut le dire, c'est la résistance au remplacement du sacré par le sécularisme, le pluralisme, le relativisme idéologique et quelquefois la libéralisation des mœurs. Il y a, pour revenir sur le contexte que je connais le mieux, qui est le contexte islamique, avant de retomber sur mes pieds africains, il y a d'abord ce paradoxe du fondamentalisme dans les faits islamiques, si nous les revisitons. La première manifestation de ce fondamentalisme, en tout cas de manière très instituée, se situe aux alentours de l'an 833, qui est le début de la première mehna, cette épreuve à l'époque abbasside. Ce ne sont pas là, dans ce contexte-là, ça viendra plus tard, lorsque le sunnisme va s'instaurer comme école dominante. Le sunnisme que nous avons très souvent l'habitude de classer comme étant l'orthodoxie, et que les autres formes de religiosité islamique seraient des déviations. Alors que c'est le pôle, historiquement parlant, c'est le contraire. C'est le sunnisme qui est né de manière instituée plus tardivement. Donc en 833, qu'est-ce qui se passe? C'est le début de la première mehna qu'on appelle l'épreuve, avec la persécution contre les érudits qui n'adhéraient pas au mu'tazilisme, doctrine officielle du califat, de ce califat-là, de Al-Mu'tasim, qui a duré de 827 à 842. Et ça tournait tout simplement autour d'un débat simple à l'époque, qui est la nature créée ou incréée du Coran durant le règne du califat abbasside Al-Mu'tasim. Donc en islam, c'est plutôt la dimension de la négation de la diversité des réalités islamiques, et plus tard, le littéralisme contre le spiritualisme. Alors que jusqu'ici, dans cet environnement-là, la règle, c'était la règle de l'ikhtilaf, c'est-à-dire la divergence des opinions, la pluralité des vues, et qu'on a voulu, en certains moments, instaurer une uniformisation des dogmes. Et cela s'est accentué avec la naissance de cette école, ce que j'appelle la dernière école, qui est le sunnisme, qui aujourd'hui, dans ses développements, c'est considéré comme l'école mère. Donc on voit un paradoxe. Ce sont les défenseurs de la rationalité, qui étaient même accusés d'être trop inspirés par le rationalisme grec,
qui vont instaurer la première mihna, la première épreuve, donc la première forme de fondamentalisme dans l'espace islamique. Et c'est la rupture de l'irtilaf qui est la divergence des opinions et des vues et des opinions. Et tout le monde le sait, la littérature est abondante, l'irtilaf, al-ulama, ar-rahma, et on voit même chez un écrivain qui a systématiser cela, c'est un certain Shahrastani dans son ouvrage Al-Milal wal-Nihal. Donc, en parlant des voies et des moyens de connaissance et de réflexion, a utilisé le pluriel, Al-Milal wal-Nihal. Et on le retrouvera même chez ce qu'on appelle un peu proche du salafisme, plus tard comme Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui a écrit un ouvrage justement où il expliquait dans Alam al-Waqi'in al-Alamin, qui expliquait que finalement la charia, c'est quoi? Il dit tout simplement, c'est tout ce qui peut permettre à réaliser, à mettre en place, à mettre en avant l'intérêt général, c'est-à-dire la notion de maslaha, qu'on interprète dans notre langue wolof comme étant des formes de compromission ou de compromis, mais qui est tout simplement l'intérêt général. Et donc, une forme de sécularisation avant l'heure, si on ose dire. Alors qu'aujourd'hui, pour retomber sur mes idées rapidement, pour dire que ces religions monothéistes n'ont pas le monopole du fondamentalisme. Dans le bouddhisme, on le retrouve, depuis les invasions mongoles, on le retrouve dans d'autres religions asiatiques. Même le Dalai Lama, on nous présente comme étant la figure de la tolérance, etc., de manière très médiatisée. Eh bien, le Dalai Lama se réfère toujours à ce texte qui s'appelle le Kalachakra Tantra, qui est un texte auquel il se réfère, mais qui considère ce qu'ils appellent les infidèles dans ce langage comme étant des musulmans qui menaceraient le royaume mythique de Shambhala. Donc, aucune religion n'a ce monopole-là. Et même les religions africaines, ou ces religions africaines que certains appellent les religions traditionnelles, vous avez vu que ma culture s'améliore de jour en jour en contact de Féluine et des autres, on nous met en avant ces religions traditionnelles africaines, excusez-moi de lapsus, comme étant des religions de tolérance, de pluralité. Il y avait le principe de liberté, la pluralité des sanctuaires, pas d'idée d'instauration de l'État qui s'imposerait à tous, pas de forme étatique. Les prêtres officiants, c'est-à-dire les maîtres des pangols, n'avaient aucun pouvoir sur les populations. La sanction était d'ordre immédiat avec les forces de la nature, et même dans le champ initiatique, Issa Laïtiao m'a un peu inspiré aujourd'hui en disant que dans ces champs-là, il s'est été mentionné que les gens n'ont pas les mêmes croyances, chacun avec sa manière de faire. Je ne pourrais pas citer naturellement en ces rêves. Mais le bémol, c'est quoi? C'est que si au nom même aujourd'hui du fondamentalisme que j'appelle un fondamentalisme culturel qu'il faut prendre en compte, qu'on tombe aussi dans le piège du différentialisme qui défend les mariages forcés pour ceux que ça intéresse, la polygamie, le non-accès à la terre pour les femmes, le pouvoir de décision seulement aux hommes, les mutilations sexuelles et j'en passe. Donc, je crois qu'il faudrait resituer les choses dans un contexte social de décomposition où les anciennes solidarités ne jouent plus. Et que cela fait prospérer le fondamentalisme, y compris chez les femmes, chez les féministes, chez les défenseurs des religions africaines. Et je dis les femmes parce que les femmes, je le dis en cours, je peux le dire en amphi ici, la malchance des femmes dans toutes les religions, c'est que les interprétations et les lectures ont toujours été la dominante masculine. Et qu'aujourd'hui, c'est ainsi que même, mais le paradoxe qu'il faut souligner, et que je soulignais sur deux échiquiers, c'est qu'aujourd'hui, on a en Afrique un choc des modèles religieux, avec l'importation d'idéologies qui n'ont aucun fondement dans notre présent culturel, l'importation d'idéologies qui traitent de problématiques qui ne sont pas les nôtres. Ça se voit au niveau de l'islam, mais certainement dans le christianisme, mais aussi dans d'autres formes de religiosité, en tout cas dans d'autres formes de croyances instituées. Donc, ce fondamentalisme est beaucoup plus complexe qu'on peut le croire. Avec cette phase que j'appelle la phase de transition islamique dans nos pays, et ce paradoxal phénomène de l'élétisation de l'extrémisme, qui s'expliquerait, à mon sens, par le fait, cette collusion que j'appelle, je ne veux pas appeler ça islamo-gauchiste,
Mais cette manière dont les anciens caciques de la gauche traditionnelle, la gauche révolutionnaire africaine, qui ont trouvé dans l'islamisme et dans le pan-islamisme, dans un pan-islamisme altermondialiste, une nouvelle vocation. C'est-à-dire que le rêve de réaliser une société révolutionnaire, une revanche contre l'Occident, le libéralisme, ce rêve-là, qu'ils n'ont pas pu réaliser dans le bolchevisme et le communisme, ce rêve a été transféré dans l'islam. Pour le moment, je n'arrive pas à développer le concept pour trouver un véritable nom, mais je l'appelle simplement, entre guillemets, de manière très symbolique, le phénomène pastel. Pourquoi pastel? C'est vert dessus, à l'intérieur c'est rouge. Mais la grande question est aussi, est-ce que la tolérance est liée à la nature intrinsèque des religions, ou bien cette tolérance ou ce fondamentalisme est le fruit de nécessités historiques et politiques? Je crois qu'on ne peut pas dire seulement que c'est dans telle ou telle religion qu'on trouve plus de tolérance. Elle se valent sur ce propos-là. Et par exemple, dans les religions traditionnelles ou dans les religions africaines, parfois dans le bouddhisme, on peut trouver des choses, surtout dans le bouddhisme, le refus de l'ordination des femmes, à raison de l'extrême imperfection féminine. Je peux citer autant de choses, mais de mémoire, peut-être le père Angoula Moré qui aura la citation complète. Quand j'en termine là sur l'exemple, quand j'introduisais un débat sur la question du voile, que certains appellent islamique, et qui à mon sens n'est pas un voile islamique. Alors, où je disais, je commençais la conférence en citant, de mémoire comme ça, peut-être que je n'ai pas. Je faisais allusion à l'épître aux Corinthiens de Saint Paul. Mais quand j'ai fini ma citation, beaucoup ont cru que je parlais du corps. La femme doit se voiler. Si elle ne se voile pas, qu'on lui coupe les cheveux pour qu'elle se soumette à l'autorité de son maître, qui est l'homme. Et si je dis cela, c'est que, pour peut-être résumer rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, et on ne permettra pas de le monopoliser, il existe, à mon sens, plusieurs formes de fondamentalisme. Il y a un fondamentalisme religieux, qu'on peut trouver dans les nouvelles formes de religiosité qui nous ont été importées. De toute façon, même toutes les formes de religiosité en islam au Sénégal nous ont été importées.